Merci beaucoup. Alors, je crois que dans le jeu de rôle qu'on s'était confié, je commence, hein, Philippe. Et donc, c'est à moi que revient l'honneur de parler des origines du travail. Alors, c'est une question qui se pose dans un contexte un peu spécial, qui est celui d'une société comme la société française, où le travail est une réalité sociale qui n'a jamais été aussi importante, avec une croissance continue de la population active depuis des décennies, une forme très dominante du salariat, une montée des retraités, donc une situation où le travail concerne véritablement beaucoup de gens dans la société française. Alors c'est une question qui se pose par rapport à une pratique que nous avons, disons, une manière d'aborder le travail qui est un petit peu différente. En effet, pour un sociologue, et peut-être même pour un économiste, la question qui se pose le plus fréquemment, c'est la question de savoir où va le travail humain. C'est la question que posait par exemple George Friedman dans les années d'après-guerre, lorsqu'il étudiait les formes de déshumanisation associées à l'organisation scientifique du travail, et on est amené finalement à se faire un petit peu violence pour revenir sur les origines du travail. Alors, je vais essayer de me faire violence, de me travailler moi-même en quelque sorte pour trouver quelques pistes sur les origines du travail. Première piste que je voudrais envisager, c'est la piste étymologique. Je me suis dit, là, c'est le truc facile, on va voir le Robert et on se demande d'où ça peut venir. Donc, en se demandant d'où vient le travail, alors je crois que là, il faut se méfier des pistes trompeuses, et que là, on est en plein dans la piste trompeuse, mais on verra que on peut essayer de s'en sortir, pour arriver ensuite à une perspective, disons, alors là, on n'évacue pas tout de suite, une perspective plus historique, voire préhistorique, pour essayer de regarder les origines au niveau chronologique, et finalement on verra que c'est plutôt les origines de l'humanité qui s'éclairent par le travail plutôt que les origines du travail, mais ça conduira également à nuancer le propos, parce que il existe des sociétés sans travail, c'est des choses qui se discutent ici et là, et donc ça permettra de revenir sur peut-être l'idée que il y a une origine du travail, enfin du moins un dévoilement progressif du travail, et ce sera l'enjeu d'une troisième partie sur les dynamiques socio-historiques de révélation du travail. On verra ce qu'il en est. Alors, premier élément de réflexion que je voudrais apporter au débat, c'est l'origine étymologique du travail, qui est souvent associée au terme de tripalium. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que travail tripalium, ça paraît assez éloigné, mais le terme de tripalium qui désigne les trois pieux sur lesquels on attache des chevaux pour le maréchal Ferrand, des femmes lorsqu'elles enfantent, ou des hommes, et particulièrement lorsqu'on veut leur faire avouer des choses. On dit d'ailleurs au Moyen-Âge qu'on travaille un homme pour lui faire avouer ses turpitudes. Alors, ça veut dire que le travail a une connotation naturellement dans cette perspective-là qui est souvent présentée comme négative, associée à la douleur, à la souffrance, et peut-être à cette malédiction divine qui a frappé Adam et Ève lorsqu'ils furent expulsés du paradis, sur le thème « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Bon, alors c'est une connotation négative qui peut expliquer aussi une vision assez aristocratique du travail, dans laquelle, par exemple aujourd'hui, quand on analyse le rapport de travail salarié devant la Cour de cassation, il est d'usage que la Cour de cassation s'interroge sur l'existence d'un lien de subordination entre un travailleur et son employeur, qui renverrait peut-être à cette dimension un peu de domination du travail. Mais c'est une étymologie, je crois, qui mérite d'être discutée. Alors sur deux points. Le premier, c'est que ce travail comme fixation sur un trépied, enfin sur trois poutres, en quelque sorte, c'est pas forcément une torture. Ça peut être aussi l'idée que l'on est dans une forme de détermination, dans la recherche d'un but, une forme d'affirmation de la volonté avec une vocation éducative du travail. Et puis il y a un autre élément qui peut intervenir. Ça, je le dois à Philippe. Ça m'a permis de m'éveiller vraiment à autre chose de plus ludique encore. C'est l'idée que le tripalium, c'est pas forcément l'origine étymologique du travail, et que il est d'usage aussi de rapprocher le travail de l'anglais travel, ou de l'espagnol trabajo, et donc de mettre l'accent non pas sur tripalium, mais sur tra ou sur trans, et sur cette dimension de trajectoire, sur cette dimension de voyage, en renvoyant
à l'ouvrage de Cervantes qui a été traduit sous le titre Les travaux de Persille et Sigismonde, ou encore Los Trabajos de Persillès et Sigismonda, où il s'agit plus d'un itinéraire initiatique amoureux que d'une torture. Alors, cette idée de voyage, je crois, elle nous conduit à cette dimension du travail dans une histoire, une préhistoire de l'humanité, hein, qui se fonderait sur une trajectoire assez prométhéenne, qui commence par une forme de technique, hein, sur cette idée que l'outil, par exemple, distingue l'homme de l'animal. Hein. Alors donc, dès lors qu'il y a outil, il n'y aurait plus singe, mais il y aurait homme. Et on retrouve ici, en quelque sorte, la pensée d'un Leroi-Gourhan sur le développement de la technique et la maîtrise de l'outil. Et on pense à 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, plus une intervention extraterrestre qui conduit à voir l'Australopithèque en train de se saisir d'un os pour s'affirmer avant de s'envoler vers des voyages interplanétaires. Cette histoire des techniques, c'est une histoire qui conduit d'une certaine manière à voir dans le travail et dans la maîtrise des outils que vous avez peut-être pu expérimenter au stand néolithique et celtique pour savoir comment tailler les silex. Et donc cette dimension de la technique, c'est une dimension qui nous sort en un sens radicalement de la dimension du tripalium et de la domination pour aller vers une vision plus prométhéenne du travail, hein, dans la perspective d'une domination humaine sur la nature, où la technique et le travail se développent, et notamment se développent en relation avec les échanges humains qui bouleversent les manières de faire sur le continent. Alors là encore, des anthropologues, je citerai un anthropologue qui s'appelle André-Georges Audricourt, qui a particulièrement exploré la circulation des techniques, notamment des modes d'attelage du cheval, en montrant comment l'attelage par collier, qui a été une véritable révolution, est arrivé de Chine en progressant par la Russie pour arriver vers l'Europe occidentale en laissant des traces linguistiques dans les différentes langues qu'il a traversées. Donc une dynamique technologique et d'échange qui est intéressante, mais aussi une assimilation de ce point de vue-là du travail dans cette perspective à une activité matérielle de l'humanité et donc qui met travail et technique au premier plan de la dynamique humaine et qui ne fait pas l'unanimité parce que nombreux sont les sociologues et les anthropologues qui rejettent l'idée d'un travail originaire dans les sociétés humaines. On peut faire référence par exemple à Émile Durkheim sur cette idée que les sociétés humaines sont fondées originairement sur plutôt une dimension religieuse, un attachement à un modèle commun plus que à une production commune. On peut renvoyer à Marshall Salins sur Âge de pierre, âge d'abondance, sur cette idée que l'âge de pierre n'est pas nécessairement un âge de domination, de compétition, que c'est plus une situation ouverte, et d'ailleurs une situation dans laquelle les activités matérielles sont dans un premier temps reléguées dans la clandestinité de la chasse, de la cueillette, qui peuvent être d'ailleurs vues avec un certain plaisir. Alors, dans cette dynamique-là, on peut se dire que le travail n'est pas originaire dans les sociétés humaines et qu'il se révèle progressivement. On peut avancer ici une hypothèse, celle que j'ai découverte récemment dans un ouvrage d'un autre anthropologue qui s'appelle James Scott, dont le titre est La domestication de l'homme, je crois, récemment paru à la découverte, et qui évoque ce qu'il appelle le complexe du domus, lié à la sédentarisation humaine, qui doit se situer, alors c'est des zones que je connais pas très bien, mais qui doit se situer vers entre 10 et 5000 avant Jésus-Christ, et qui, pour Scott, conduit à avoir un assemblage, une forme d'arche de Noé dans lequel vont se regrouper des espèces animales, des espèces végétales et des hommes, et dans un processus qui va conduire à la domestication de tout le monde, et à des évolutions domestiques, tant des plantes que des animaux et des hommes eux-mêmes, qui vont par là même, selon Scott, découvrir un labeur agricole particulièrement pénible. Donc on voit que le travail là se révèle progressivement, qu'il est lourd et pénible, mais que dans le même temps, on
peut se demander s'il s'agit véritablement d'un travail, c'est-à-dire si ce travail de la sédentarité agricole est de l'ordre du travail au sens de l'obtention d'un résultat par une action directe. Le paysan cultive la terre, mais il attend la récolte. Donc on a là une forme d'inscription naturelle qui conduit à s'interroger sur la situation véritablement de travail de l'agriculture. C'est ce que fait par exemple Pierre Bourdieu lorsqu'il analyse la société kabyle, les sociétés rurales en général, le Béarn, etc., dans une situation où la culture agricole correspond à un univers social très sexué, très ritualisé, qui s'inscrit véritablement dans la nature. Et je crois que c'est un point important pour aborder, disons, les dynamiques que nous connaissons et qui nous conduisent à des formes contemporaines du travail. Parce que, en fait, cette dimension rurale des sociétés humaines, elle constitue un élément important pour concevoir l'émergence du capitalisme dans les sociétés occidentales qui sont fondamentalement, à cette époque, des sociétés rurales. Hein, et donc, une situation dans laquelle l'activité productive pour un marché, pour le négoce, eh bien, c'est une activité productive qui est dispersée dans les campagnes et qui s'implante dans les moments creux que laisse la culture. Donc, une situation où un capitalisme très dispersé se répand, assoit la domination du commerce, qui permet à la fois de s'assurer les corporations urbaines et en même temps de diffuser dans les campagnes des productions qui seront ensuite commercialisées par des marchands itinérants et qui conduit à des formes de spécialisation très diffuses dans des régions comme la soierie à Lyon en France ou encore les coutelleries de Sheffield en Angleterre ou celle de Solingen en Allemagne où le travail à domicile demeure une dimension dominante, hein, la production à domicile familiale et où dans cette perspective-là, il est difficile de distinguer le travail comme activité d'une personne des productions marchandes qui sont réalisées dans une famille, en associant femmes et enfants à un chef de famille et dans des sociétés profondément patriarcales. C'est une situation que l'on a qualifiée de proto-industrielle pour désigner cette situation de diffusion de la production marchande dans les pays occidentaux des 16e au 18e siècle, mais c'est une situation qui en France perdure jusqu'à la fin du 19e siècle, contrairement à ce que l'on croit, avec un développement du machinisme qui reste très limité dans ce siècle, et une situation où on a à la fois un artisanat qui demeure, et puis une production industrielle qui demeure largement minoritaire par rapport à une production artisanale très diffusée dans des campagnes qui elles-mêmes bénéficient de l'attachement des paysans à la terre à la suite de la Révolution. Dans ce contexte-là, le travail n'apparaît pas non plus sur le premier plan, et ce qui se dessine avec la Révolution, c'est ce que l'on appelle le louage d'ouvrage, c'est-à-dire des formes de contrats dans lesquelles des négociants confient à un ouvrier le soin de réaliser un ouvrage, libre à l'ouvrier ensuite de réaliser cet ouvrage avec les membres de sa famille, avec d'autres ouvriers, même de déléguer de l'ouvrage à d'autres ouvriers selon des formes de sous-traitance en cascade. Et donc une situation, je crois, qui jusqu'à la fin du 19e siècle et dans des configurations productives variées, jusque et y compris dans les grandes installations mécanisées, dans les installations sidérurgiques, demeure, où des ouvriers travaillent entourés d'aides qui sont des membres de leur famille, une situation qui conduit à mesurer la rupture que représente l'émergence, la discussion et l'adoption d'un code du travail, la reconnaissance par là même d'un contrat de travail qui va permettre de concevoir le travail comme l'activité d'une personne, un travailleur, destiné à une autre personne, à un employeur, en contrepartie d'un salaire. Je crois que cette chose-là est rien moins que originaire et que c'est quelque chose qui se découvre finalement de manière relativement tardive dans un pays comme la France. On peut dire aussi dans un pays comme les États-Unis, par exemple, où l'employment contract n'est pas une donnée de base, où c'est plutôt le contractor qui est important, l'entrepreneur, et parce que ce loueur d'ouvrage, il est entrepreneur en la partie qu'il traite, nous dit le Code civil. Donc on a une situation où le droit
droit du travail, je crois, est de nature à faire émerger le travail, du moins à lui donner une dimension concrète dans la vie quotidienne des gens, et dans un cadre qui est conçu par les juristes et le législateur qui en discutent à l'époque de manière très large, en sortant de l'univers des métiers, de l'univers des activités manuelles, pour tout dire d'un univers ouvrier, pour englober tout à la fois les activités ouvrières, les activités de l'ingénieur, les activités de l'artiste qui est engagé par un théâtre, les activités du journaliste qui travaille dans une rédaction de journal, et donc une situation où le contrat de travail dessine une relation nouvelle, une relation singulière qui lie un individu, le travailleur, à un autre individu, l'employeur, mais qui est aussi l'ouverture pour le travailleur à une collectivité de travailleurs, qui conduit le travailleur à rentrer dans un lieu nouveau, l'établissement, pendant une durée spécifique, une durée qui va être fixée par la loi, notamment avec la loi de 8 heures en 1919, et donc une situation où ce droit du travail conduit à envisager le travail comme un objet social, objet de contrat entre le travailleur et l'employeur, objet de coopération entre travailleurs eux-mêmes, tout à la fois pour le chercheur, historien, sociologue, économiste, que pour les acteurs eux-mêmes. Je crois que ça c'est important, et donc le travail, et c'est la théorie que je défendrai ici, contribue, le droit du travail contribue à instituer le travail comme une activité qui se déroule dans une unité de temps et de lieux distincts pour des acteurs, pour les acteurs eux-mêmes, et des activités qui sont distinctes de leurs autres activités sociales, familiales, congés, loisirs, etc. Un point d'organisation de la vie. Alors pour conclure, je dirais que cette division du travail dont je viens de parler, elle est constatable dans les activités humaines. C'est un processus social, je dirais en paraphrasant à certains égards Durkheim, qui commence partout et qui ne s'achève nulle part, mais ce processus qui est attaché aux dynamiques humaines, eh bien, il conduit peut-être moins à parler du travail comme une réalité éternelle qu'à envisager une forme de découverte historique du travail et de phénoménologie du travail dans l'histoire pour arriver à la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire à une situation où le travail est un élément de cristallisation très important pour l'identité des personnes. Voilà, je vous remercie et je crois que je peux passer la parole à mon collègue et cher collègue Philippe. Bien, alors l'avantage et le désavantage de passer après Claude, c'est qu'il a été long, donc ça va me permettre d'être bref, c'est très très bien, et il a fait une grosse partie du travail et a été particulièrement brillant. Alors, pour un économiste, d'une certaine manière, entendu origine historique en quelque sorte du travail, c'est d'une certaine manière une non-question, enfin une question qu'on se pose pas véritablement, puisque en soi, l'homo economicus c'est aussi un homo faber. C'est-à-dire qu'il fabrique, c'est finalement le travail, un facteur de production au même titre que le capital. On va écrire des équations pour rendre compte de la richesse d'un pays où le travail apparaît, c'est labor en anglais, effectivement trabajo, lavoro en italien, toujours ces histoires un petit peu de labeur, de trajet. Mais bon, voilà, on se pose pas véritablement la question, mais en même temps, le fait même de ne pas poser la question fait que, justement, ce que portent les économistes qui collent à la réalité d'aujourd'hui, de ce que l'on entend du travail, eh bien, permet de le situer historiquement. C'est-à-dire, puisqu'il y a capital-travail, ça correspond à l'émergence des sociétés capitalistes à partir du XVIIIe siècle. Et on peut dire, je ne sais pas s'il faut parler d'origine, mais plutôt d'invention du travail tel qu'on l'entend aujourd'hui, on peut le situer historiquement à cette époque où commence à apparaître d'une certaine manière les prémices du rapport salarié que Claude Didry a pu décrire par ailleurs. Alors, c'est pas parce que il y a donc cette datation en quelque sorte que le fait que justement le rapport capital-travail ait permis d'autonomiser la question du travail, de bien l'identifier, qu'on ne puisse pas le projeter
dans le passé. Alors là, on peut avoir deux visions. On peut avoir une qui est finalement une vision très naturaliste du travail, c'est que justement cette domination de l'homme sur la nature et qui ferait que bon voilà c'est substantiel à l'humain. Bon, j'aurais plutôt tendance à retenir le fait qu'il y a un intérêt en quelque sorte à projeter cette vision du travail sur toute société, toute période historique, pour au moins essayer d'en expliquer une partie. Alors je n'irai pas jusqu'à Marx qui en fait un élément en quelque sorte central, ou même que certains anthropologues comme Maurice Godelier, ou tout du moins dans ses premiers travaux, ont pu mettre comme élément d'explication centrale des rapports sociaux et sur lesquels on pouvait tirer une compréhension totale des sociétés, mais au moins c'est des éléments de compréhension. De compréhension partielle. Alors, vous pourriez me dire, mais si quand même le travail a toujours existé, regardez par exemple, il y a un travail domestique. Et justement, c'est intéressant de voir que travail domestique n'est devenu travail que finalement relativement récemment. Des notions donc de travail, de loisir, c'est plutôt le XXe siècle même qu'il a véritablement créé. Il suffit de regarder en France, on a la loi sur les 8 heures, il y a pile un siècle. Eh bien, c'était 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos pour reconstituer la force de travail. Et donc, on tous définissaient autour du travail en miroir par rapport au travail. Et cette centralité s'est retrouvée même dans travail, famille, patrie. Et puis, dans la Constitution de 1946, où on parle souvent que l'on a un droit à l'emploi qui est inscrit dans cette Constitution, enfin dans le préambule de la Constitution, mais il est aussi inscrit que chacun a le devoir de travailler. Et ce devoir de travailler, eh bien, ça posait quand même problème pour ceux qui ne travaillent pas, et notamment, il y avait encore, à cette époque-là, dans l'ensemble des sociétés occidentales, une faible taux de participation des femmes au marché du travail. Ça a très fortement augmenté, justement, parce qu'elles aussi ont pris ce devoir d'une certaine manière, et cet élément d'émancipation qui était le travail, mais à la même époque, à la fois la société, mais aussi des économistes, alors par exemple l'école de Chicago autour de Becker, ont justement mis en exergue le travail domestique. Donc vous voyez qu'il n'y avait rien en quelque sorte de naturel, mais qui va se construire comme un véritable travail. Alors comment un économiste pense le travail domestique? Eh bien, il va le penser si on réfléchit à s'alimenter. Vous voyez, s'alimenter, ça peut être un loisir. Bon, puis vous pouvez aller au food truck, puisqu'on fait pour tout ce qui se passe ici, pour vous alimenter. Eh bien, vous voyez bien que ça signifie quoi? Ça signifie qu'à un moment, vous avez un arbitrage, notamment au foyer, lorsque la femme va nourrir le mari, les enfants, ça pourrait se faire au restaurant. Et donc, on peut arriver à faire comme cela, à donner une valeur marchande au travail que va effectuer la femme. Une autre manière de donner cette valeur marchande et de montrer que c'est un travail, c'est de dire que finalement il y a un partage des tâches au sein du foyer. Et mettons que monsieur travaille dans un travail salarié ou à l'usine, voilà, et que madame, elle, va faire le travail domestique qui permet justement à monsieur de travailler, de reproduire sa force de travail. Donc c'est véritablement on construit la notion même de travail domestique à partir d'une notion de travail qui est à la base ce rapport dans une société capitaliste. On peut faire la même chose en fait avec la question de l'éducation, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une problématique d'apprentissage ou autre, qu'est-ce qu'on dit maintenant? On va travailler à l'école. On fait les devoirs, mais on considère que c'est des devoirs qui sont du travail scolaire. Et on insiste beaucoup là-dessus. Et là aussi, on a l'image que finalement, travailler à l'école, c'est réaliser un investissement. Voyez, donc on retombe à nouveau sur une notion purement capitaliste. On investit, on va construire son capital humain et on a même des choix. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, voilà, est-ce que je continue à l'université ou je vais directement travailler? Eh bien, vous faites un calcul d'optimisation entre cet investissement qui va vous rapporter peu dans le futur et puis le fait de toucher éventuellement immédiatement
immédiatement un salaire. Donc voilà, la question cette question-là, en quelque sorte, de l'origine, je pense d'une certaine manière, il y a encore des débats dans certaines disciplines, mais je crois, tend à converger effectivement vers cette idée que c'est véritablement ce rapport capitaliste et salarié qui l'a fait apparaître. Alors là où c'est moins évident, c'est si on prend le mot origine, de la même manière que appellation d'origine contrôlée. Vous voyez, l'origine, d'où vient le travail? Voilà, qui est une autre manière, au lieu de regarder historiquement, on va se poser la question spatialement, géographiquement. Et là, c'est là où aujourd'hui peut-être il y a le plus de réflexion, parce que on perd de plus en plus le fil de d'où vient le travail. Voilà, où est son origine? Et vous pourriez dire que c'est une question pas tout à fait nouvelle. Alors je sais pas qu'est-ce que mon téléphone, alors il est peut-être made in China, mais bon, voilà, on sait bien qu'il y a des morceaux qui viennent d'un petit peu partout à travers le monde. Alors ça, c'est quelque chose qu'on arrive plus ou moins à suivre. Mais les nouveaux enjeux qui se posent aujourd'hui sont liés notamment avec la société du numérique, parce que d'où vient le travail dans la société du numérique. Et on a souvent une vision qui est très... Enfin, la chose que l'on voit, c'est plutôt des éléments de front office. Voilà. On va au sens que c'est ce qui est en quelque sorte visible pour vous ou visible dans les statistiques. Et ça, c'est un enjeu important de savoir véritablement finalement où est d'où vient le travail, et par derrière va se poser la question de qui est-ce qu'il faut rémunérer. Est-ce que on est sur une situation d'équité en quelque sorte? Est-ce que les inégalités sont justifiées? Alors, juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, lorsque vous achetez une voiture chez un concessionnaire automobile, vous allez prendre un prêt, souvent, très très souvent un prêt. Bon, eh bien, ce prêt vous est vendu par vous est proposé par le vendeur dans la concession automobile. Alors, finalement, où a été réalisé le travail? Est-ce qu'il est vraiment réalisé par celui qui vous propose ce crédit, ou par celui qui a pensé le dit crédit, et qui va d'ailleurs vous gérer le crédit et ensuite vous tirer depuis vos comptes, etc. Bon, eh bien, au jour d'aujourd'hui, la chose telle qu'elle est réglée dans des sortes de conventions statistiques internationales, mais qui forgent au bout du bout une forme de hiérarchie sociale, eh bien, on va considérer que c'est dans la banque qui crée le travail. Ce n'est pas celui qui va vous le proposer, c'est la banque elle-même, c'est là où se trouve la valeur. Et ensuite, on va dire la valeur, le travail, il est là, dans la banque, et donc après, ça va parfaitement justifier, puisque le travail, il est là, que l'on paye, qu'on ait des rémunérations extrêmement élevées dans le secteur bancaire, mais qu'on ne paye pas dans le secteur du commerce. Et donc, par derrière, rechercher, creuser quelles sont les origines aujourd'hui du travail, surtout dans une société numérique, eh bien, permet de repenser, c'est une ligne en quelque sorte de recherche, de repenser les questions des inégalités et d'une forme de naturalité que l'on nous vend aujourd'hui, de ceux qui sont productifs, qui ont de la valeur, et ceux qui ne sont rien, en quelque sorte. Les premiers de cordée, et puis en quelque sorte les autres. Alors les choses vont même à l'extrême, avec le développement aujourd'hui de ce qu'on appelle le micro-travail, le micro-jobbing, qui en fait donc des micro-tâches que l'on peut vous faire sur Internet. On va vous faire labelliser par exemple des photos. Et ça, c'est très intéressant de voir, parce que là aussi, reprenons ça, vous allez vous rendre compte, il y a de l'intelligence artificielle, et on va, lorsque vous prenez une photo, il reconnaît les visages. Eh bien, on peut dire, voilà, c'est génial, c'est Google. Voilà, donc on va avoir une origine géographique de ce travail qui va être localisé dans l'Ouest américain, en Californie, voilà, dans une certaine vallée, etc. Bon, or, lorsque on essaie de se poser la question, mais comment la machine a-t-elle réussi et comment on a réussi à programmer la machine pour qu'elle puisse reconnaître des visages? Eh bien, c'est le résultat, en fait, de millions de travailleurs
à travers le monde, de manière totalement diffuse et qu'on n'arrive pas véritablement aujourd'hui à suivre, qui ont donc labellisé les photos, c'est-à-dire que sur des millions, plutôt des milliards de photos, ont indiqué ça c'est un visage, ça c'est un pied, ça c'est etc. pour nourrir la machine. Donc voilà, c'est assez, je compte quand même peut-être d'une certaine manière là-dessus, c'est assez intéressant de voir que la principale aujourd'hui plateforme de micro-jobbing, c'est Amazon Mechanical Turk. Et ce Mechanical Turk a son origine au XVIIIe siècle. On retombe toujours à la même époque. Et le Mechanical Turk, c'était quoi? C'était une machine qui jouait aux échecs. Et c'était un automate, ça fascinait les foules, on jouait aux échecs face à un automate qui vous battait. C'était absolument extraordinaire. Et il se trouve que cette machine, qui était une grosse machine énorme, etc., eh bien, elle avait à l'intérieur ce qu'on appelait un Turc, qui était un humain, qui jouait. C'était pas du tout la machine qui appuyait sur qui tournait des petites manivelles, qui bougeait les pièces. Donc, dans un moment où justement on nous dit l'homme va être totalement remplacé par la machine et que d'une certaine manière on n'est même plus la question des origines du travail, mais on est en train de se poser la question de la fin du travail, eh bien il est justement essentiel de revenir sur la question où est-ce qu'aujourd'hui et le travail, de le chercher partout, et il se trouve qu'il est encore essentiel et plus essentiel encore pour la production et pour le capitalisme d'aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là-dessus. J'étais aussi un petit peu long.